Dans la philosophie orientale, le taoïsme se dresse comme un phare millénaire, guidant depuis des siècles ceux qui cherchent à comprendre les mystères de l'existence et à vivre en harmonie avec l'univers. Au cœur de cette tradition ancestrale, nous trouvons un concept d'une beauté et d'une profondeur remarquables. Les trois trésors, également connus sous le nom de San Bao. Imaginez un instant un jardin zen, où chaque élément est soigneusement placé pour créer un équilibre parfait. Les trois trésors du taoïsme sont comme les piliers invisibles qui soutiennent ce jardin de sagesse, connu en chinois sous les noms de Si, Jian et Bugan Wei Tian Xia Xian. Ils sont généralement traduits par compassion, frugalité et humilité. Ces concepts ne sont pas de simples préceptes moraux, mais des clés pour déverrouiller les portes de la compréhension cosmique et de l'harmonie personnelle. Pour saisir la profondeur de ces trois trésors, il faut d'abord comprendre le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Le taoïsme, fondé sur les enseignements de Lao Tse et cristallisé dans le Tao Te Ching, propose une vision du monde où tout est interconnecté et en constante transformation. Le Tao, souvent décrit comme la voie ou le chemin, est le principe fondamental qui sous-tend toute existence. C'est à la fois le tout et le rien, l'origine et la destination, le plein et le vide. Dans ce cadre conceptuel, les trois trésors émergent comme des manifestations tangibles du Tao dans notre vie quotidienne. Ils sont comme les trois branches principales d'un arbre ancien, puisant leur force dans les racines profondes de la sagesse taoïste et s'étendant vers la réalisation spirituelle. Attention, les trois trésors ne sont pas des vertus isolées à cultiver séparément. Ils forment un tout cohérent, chacun renforçant et complétant les autres. La compassion nous ouvre aux autres et au monde. La frugalité nous aide à vivre simplement et en harmonie avec notre environnement. Et l'humilité nous rappelle notre place dans le grand ordre des choses. Ensemble, ils nous offrent un chemin vers une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et plus alignée sur le Tao. Dans un monde marqué par la division, la surconsommation et l'individualisme exacerbé, les trois trésors du taoïsme offrent une sagesse précieuse. Ils nous invitent à repenser notre relation avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde qui nous entoure. En cultivant ces trésors, nous pouvons espérer non seulement enrichir nos vies individuelles, mais aussi contribuer à créer une société plus harmonieuse et un monde plus durable. La pratique des trois trésors est un voyage sans fin, un processus constant d'apprentissage et de croissance. C'est un chemin qui nous ramène toujours à l'essentiel, à ce qui est vraiment important dans la vie. La compassion, premier des trois trésors, est le fondement de notre connexion avec les autres êtres et avec l'univers dans son ensemble. Dans la pensée taoïste, la compassion va au-delà de la simple empathie ou de la bonté. Elle est une reconnaissance profonde de l'unité fondamentale de toute existence. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, décrit la compassion comme une force qui émane naturellement de celui qui est en harmonie avec le Tao. Dans le chapitre 67, il écrit « J'ai trois trésors que je garde et chéris. Le premier est la compassion, le second est la frugalité, le troisième est l'humilité. Cette compassion n'est pas motivée par un sens du devoir ou par la recherche de récompense, mais elle jaillit spontanément, comme l'eau qui coule d'une source. C'est un état d'être plutôt qu'une action délibérée. La compassion taoïste nous invite à voir au-delà des apparences et des distinctions superficielles. Elle nous encourage à reconnaître que, tout comme les vagues à la surface de l'océan ne sont pas séparées de l'océan lui-même, nous ne sommes pas fondamentalement séparés les uns des autres ou du monde qui nous entoure.
Zhuangzi, un autre pilier de la philosophie taoïste, illustre cette idée dans son fameux « rêve du papillon ». Un jour, Zhuangzi rêva qu'il était un papillon voltigeant et satisfait de son sort, ne sachant pas qu'il était Zhuangzi. Il se réveilla soudainement et s'aperçut qu'il était Zhuangzi. Il ne savait plus s'il était Zhuangzi qui avait rêvé qu'il était un papillon, ou s'il était un papillon qui rêvait qu'il était Zhuangzi. Cette parabole souligne l'interconnexion profonde entre toutes les formes de vie et remet en question nos perceptions de la séparation et de l'individualité. Cette vision de la compassion a des implications profondes pour notre façon de vivre et d'interagir avec les autres. Elle nous pousse à agir avec bienveillance, non pas par obligation morale, mais parce que nous reconnaissons que le bien-être des autres est intimement lié au nôtre. Par exemple, imaginons un jardinier taoïste. Il ne traite pas les mauvaises herbes comme des ennemis à éradiquer, mais comme des parties intégrantes de l'écosystème du jardin. Il cherche à comprendre leur rôle et à trouver un équilibre naturel plutôt que d'imposer sa volonté par la force. De même, dans les relations humaines, la compassion taoïste nous invite à voir au-delà des conflits apparents et à chercher l'harmonie sous-jacente. Comme l'explique le philosophe taoïste contemporain Deng Ming Dao, la compassion n'est pas seulement un sentiment de pitié ou de sympathie, c'est une reconnaissance que nous sommes tous interconnectés, que la souffrance de l'un affecte l'ensemble. La pratique de la compassion devient ainsi un moyen de s'aligner sur le flux naturel du Tao, de vivre en harmonie avec la nature fondamentale de l'existence. C'est un chemin vers la réalisation de notre nature véritable et de notre place dans l'univers. Le concept de compassion dans le taoïsme est intimement lié à celui de Wu Wei, souvent traduit par non-agir ou action sans effort. La compassion, dans cette perspective, n'est pas une action forcée ou délibérée, mais une réponse naturelle et spontanée à la réalité de notre interconnexion. Comme l'explique le philosophe Alan Watts dans son livre « Le taoïsme », la vraie compassion n'est pas un sentiment de pitié pour les autres. C'est la réalisation claire que nous ne sommes pas séparés des autres ou de quoi que ce soit dans l'univers. Cette compréhension nous libère de l'effort conscient d'être compatissant et nous permet d'agir naturellement en harmonie avec le tout. Enfin, il est important de noter que la compassion taoïste n'est pas un idéal abstrait ou un état transcendant à atteindre. C'est une sagesse pratique qui se manifeste dans nos actions quotidiennes. Cette approche de la compassion nous invite à reconsidérer nos relations avec tous les aspects de notre vie, de la nourriture que nous mangeons aux objets que nous utilisons, en passant par nos interactions avec les autres êtres humains et avec la nature. Le deuxième trésor, la frugalité, se dresse comme un pilier fondamental, un trésor précieux qui guide le pratiquant vers une vie harmonieuse et équilibrée. Souvent mal comprise dans notre société moderne axée sur la consommation et la croissance, la frugalité taoïste n'est pas une simple restriction ou une austérité contraignante. Elle est au contraire une invitation à explorer la profondeur de la suffisance et à redécouvrir la richesse qui réside dans la simplicité. Le concept de frugalité, ou jian en chinois, est intimement lié à l'essence même du Tao, ce principe fondamental qui, selon les taoïstes, sous-tend toute existence. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, exprime cette idée avec une clarté saisissante. Il n'y a pas de plus grand malheur que de ne pas savoir se contenter. Il n'y a pas de plus grande faute que le désir d'acquérir. Ces paroles nous invitent à repenser notre relation avec le monde matériel et à redéfinir ce que signifie vraiment la richesse. La frugalité taoïste est intrinsèquement liée au concept de Wu Wei, souvent traduit par non-agir ou action sans effort. Cette notion ne prône pas l'inaction,
mais plutôt une action en parfaite harmonie avec le flux naturel des choses. Dans ce contexte, la frugalité devient une forme de wu wei, appliquée à notre relation avec les biens matériels. Elle nous encourage à vivre simplement, à ne pas accumuler plus que ce dont nous avons besoin, et à trouver la satisfaction dans ce qui est essentiel plutôt que dans l'excès. Pour illustrer ce principe, considérons l'histoire du boucher Ding, racontée par le philosophe Zhuangzi. Ce boucher découpait un bœuf avec une telle maîtrise que chacun de ses mouvements semblait faire partie d'une danse rituelle. Quand on l'interrogea sur sa technique, il répondit qu'il ne voyait plus le bœuf comme un tout, mais percevait ses articulations naturelles, guidant son couteau à travers les espaces vides. Cette histoire nous montre que la vraie maîtrise ne vient pas de l'accumulation d'outils ou de ressources, mais de l'alignement parfait avec le Tao, permettant d'accomplir plus avec moins. La frugalité taoïste va au-delà d'une simple pratique extérieure. Elle est aussi une cultivation intérieure. Le Neiye, un texte taoïste ancien, affirme « Quand votre corps n'est pas aligné, la vertu intérieure ne viendra pas. Quand vous n'êtes pas tranquille intérieurement, votre esprit ne sera pas bien ordonné. » Cette perspective suggère que la frugalité extérieure est le reflet d'une richesse intérieure. En cultivant la simplicité dans nos vies, nous créons l'espace nécessaire pour le développement de notre être intérieur. Cette approche de la frugalité offre une libération profonde. En réduisant nos désirs et nos attachements aux choses matérielles, nous nous libérons des préoccupations et des anxiétés qui accompagnent souvent la poursuite de la richesse et du statut. Comme l'exprime le philosophe Alan Watts, le sage taoïste comprend que la vraie richesse ne réside pas dans ce qu'on possède, mais dans ce dont on peut se passer joyeusement. Cette liberté nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important: nos relations, notre croissance personnelle, notre connexion avec le monde qui nous entoure. La pratique de la frugalité taoïste n'est pas un idéal abstrait, mais une sagesse pratique qui peut être appliquée dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Dans notre alimentation, elle nous invite à choisir des aliments simples et naturels, à manger avec modération. Dans notre consommation, elle nous encourage à privilégier la qualité à la quantité, à réparer plutôt qu'à remplacer. Dans notre utilisation du temps, elle nous pousse à simplifier nos emplois du temps, à créer des espaces de tranquillité. Dans nos relations, elle nous invite à cultiver des connexions profondes, plutôt que de multiplier les relations superficielles. L'histoire du fermier du pays de Sung, racontée par le philosophe Lietzu, illustre les pièges d'une mauvaise compréhension de la frugalité. Ce fermier, ayant vu un lièvre se tuer en heurtant un tronc d'arbre dans son champ, abandonna sa charrue pour attendre qu'un autre lièvre fasse de même. Cette parabole nous rappelle que la vraie frugalité n'est pas une attente passive de la fortune, mais une pratique active de contentement et d'appréciation de ce que nous avons. La frugalité taoïste a également des implications importantes pour l'harmonie sociale. Dans une société où chacun pratique la frugalité, il y a moins de compétition pour les ressources et plus de partage. Lao Tse utilise l'image d'un archer pour illustrer ce point. Le Tao du ciel est comme un archer qui tend son arc. Il abaisse ce qui est haut, et élève ce qui est bas. Il ôte le surplus et complète l'insuffisant. Cette métaphore suggère que la frugalité, lorsqu'elle est pratiquée collectivement, peut conduire à une distribution plus équitable des ressources et à une plus grande harmonie sociale. Le troisième et dernier trésor est l'humilité. L'humilité occupe une place singulière et profonde. Ainsi, la notion d'humilité transcende les interprétations superficielles
pour s'ancrer dans une compréhension cosmique de notre place dans l'univers. L'humilité taoïste n'est pas une simple vertu morale ou une attitude de fausse modestie. Elle est, en réalité, une perspective philosophique qui redéfinit fondamentalement notre relation avec le monde qui nous entoure. Lao Tzu exprime cette idée avec une élégance poétique. Le sage se tient en arrière et se trouve ainsi à l'avant. Il s'oublie et se trouve ainsi préservé. N'est-ce pas parce qu'il est désintéressé qu'il peut réaliser son intérêt propre? Cette sagesse paradoxale nous invite à reconsidérer notre compréhension conventionnelle du succès et de l'accomplissement. L'humilité taoïste n'est pas une négation de soi, mais une reconnaissance lucide de notre position relative dans l'immensité de l'univers. C'est comprendre que, malgré toute notre intelligence et nos réalisations, nous ne sommes qu'une petite partie d'un tout beaucoup plus vaste. L'humilité taoïste nous invite à abandonner notre besoin de contrôle et de domination. Elle nous encourage à nous aligner sur le flux naturel des choses plutôt que d'essayer constamment de les manipuler selon nos désirs. C'est une invitation à la patience, à l'observation attentive, à l'apprentissage constant. Comme l'exprime Lao Tzu, celui qui se dresse sur la pointe des pieds ne tient pas debout. Celui qui marche à grandes enjambées n'avance pas. Celui qui se montre n'est pas mis en lumière. Celui qui s'affirme n'est pas reconnu. Celui qui se vante n'a pas de mérite. Celui qui se glorifie ne subsiste pas longtemps. Cette sagesse nous enseigne que l'efficacité et la durabilité viennent de l'alignement avec le Tao, et non de l'affirmation forcée de notre volonté. Dans la pratique, l'humilité taoïste se manifeste par une ouverture d'esprit, une volonté d'apprendre des autres et des situations, et une capacité à agir sans chercher la reconnaissance ou la gloire. Elle nous libère du fardeau de l'ego et nous permet de nous engager plus authentiquement avec le monde qui nous entoure. L'humilité taoïste a également des implications profondes pour notre relation avec la nature et l'environnement. En reconnaissant que nous ne sommes qu'une partie d'un tout plus grand, nous développons naturellement une attitude de respect et de préservation envers le monde naturel. L'humilité taoïste influence également notre approche du leadership et de la gouvernance. Le concept de Wei Wu Wei, ou agir sans agir, encourage les dirigeants à gouverner avec une intervention minimale, permettant aux choses de suivre leur cours naturel. Lao Tzu affirme « Gouverner un grand pays, c'est comme faire cuire un petit poisson ». L'humilité dans le leadership consiste à reconnaître les limites de notre contrôle et à travailler en harmonie avec les tendances naturelles plutôt que contre elles. Elle nous libère du fardeau de l'ego, nous ouvre à une compréhension plus profonde du monde qui nous entoure et nous permet de vivre et d'agir en plus grande harmonie avec le Tao. La voie du moine nous enseigne que la véritable solitude n'est pas un état d'isolement, mais une opportunité de connexion profonde avec l'essence même de l'existence. Elle nous invite à voir au-delà des apparences, à écouter le silence entre les mots et à trouver la plénitude dans le vide apparent. La solitude, souvent perçue comme un fardeau dans notre société hyper connectée, peut en réalité être une source profonde de sagesse et de paix intérieure. Les moines taoïstes, depuis des millénaires, ont embrassé cette solitude non pas comme une absence, mais comme une présence. Nous, les humains, avons besoin de connexion. Nous avons besoin de nous sentir partie intégrante de quelque chose. Les humains ont besoin d'autres humains pour s'épanouir. Nous avons besoin d'amour.
nous avons besoin d'appartenance. La première étape est de réaliser que désirer des relations ne nous rend pas nécessiteux ou pathétiques. Cela nous rend humains. La solitude offre un espace précieux pour cultiver le jardin intérieur de l'être. Loin de l'agitation du monde extérieur, il devient possible de nourrir les graines de la sagesse, de la compassion et de la compréhension. Chaque respiration consciente, chaque moment de méditation devient comme une goutte d'eau nourrissant les racines de l'être. Avec le temps et la patience, ce jardin intérieur s'épanouit, révélant une richesse insoupçonnée au cœur même de la solitude. Il est important de comprendre que solitude et connexion ne sont pas des opposés, mais des aspects complémentaires de l'existence, à l'instar du yin et du yang. Dans les profondeurs de la solitude, on peut paradoxalement ressentir la connexion la plus intense avec l'univers tout entier. C'est dans le silence que l'on peut entendre la mélodie subtile de l'existence, dans l'immobilité que l'on peut sentir le mouvement de la vie qui pulse en soi et autour de soi. L'établissement de relations significatives commence par une introspection honnête. Il est essentiel d'observer sa situation actuelle et d'identifier ses valeurs fondamentales. Bien que l'idée d'apprendre à s'aimer avant d'aimer les autres soit souvent considérée comme un cliché, elle contient une vérité profonde. Pour attirer et maintenir des relations épanouissantes, il faut d'abord cultiver une satisfaction intérieure. Cependant, cette satisfaction ne doit pas être confondue avec un sentiment de perfection ou de complétude absolue. Un tel état rendrait les relations superflues et entraverait la croissance personnelle. L'aspiration à des connexions profondes n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une manifestation de l'essence humaine, comparable à l'eau qui cherche naturellement à rejoindre la mer. Le détachement compatissant est une clé essentielle pour naviguer dans les eaux de la solitude. Il ne s'agit pas d'indifférence, mais d'une manière équilibrée d'interagir avec ses émotions, ses pensées et ses relations. Comme on tiendrait un oiseau, assez fermement pour qu'il se sente en sécurité, mais assez légèrement pour qu'il puisse s'envoler. On apprend à honorer ses expériences sans s'y accrocher désespérément. Cette pratique libère de la souffrance causée par l'attachement excessif et ouvre la voie à une liberté intérieure profonde. L'acceptation du changement est un autre aspect crucial de cette approche. La nature elle-même enseigne que le changement est la seule constante de l'univers. Les saisons changent, les rivières modifient leur cours, même les montagnes s'érodent avec le temps. Plutôt que de résister au changement, on apprend à danser avec lui, à l'accueillir comme un ami et un enseignant. Chaque changement devient ainsi une opportunité de croissance et d'adaptation. Un pas de plus dans l'alignement avec le flux du Tao. La simplicité, si chère aux sages taoïstes, trouve une expression particulière dans cette approche de la solitude. Dans un monde qui valorise souvent l'accumulation et l'agitation constante, la solitude offre l'opportunité de simplifier, d'épurer, de se concentrer sur l'essentiel. Ce n'est pas un appauvrissement, mais un enrichissement. En élaguant le superflu, que ce soit dans les possessions matérielles, les désirs ou les pensées, on fait de la place pour que l'essentiel s'épanouisse. En fin de compte, la solitude à la manière d'un moine taoïste, c'est s'ouvrir au monde d'une manière plus profonde et authentique. C'est comprendre que même dans l'apparente solitude, on fait partie intégrante du vaste tissu de l'existence. C'est découvrir que la vraie connexion ne vient pas de l'extérieur, mais jaillit de l'intérieur. Cette approche de la solitude offre une perspective transformatrice sur l'expérience humaine. Elle invite à respirer profondément, à observer le monde avec des yeux neufs, à cultiver patiemment son jardin intérieur,
à accueillir le changement comme un ami et à simplifier sa vie pour faire place à l'essentiel. Dans ce processus, on peut découvrir que la solitude n'est pas un état à craindre ou à éviter, mais une voie précieuse vers une compréhension plus profonde de soi-même et de l'univers. L'harmonie relationnelle découle d'une harmonie personnelle. Il est bénéfique d'observer sa vie sans jugement, à l'instar d'un observateur contemplant le cours d'une rivière, en notant ce qui nourrit l'esprit et fait vibrer le cœur. L'amour de soi n'est pas une destination finale, mais le début d'un voyage continu. Tel un jardin nécessitant des soins constants, le soi s'épanouit grâce à une attention soutenue et bienveillante. Paradoxalement, une focalisation excessive sur soi peut mener à l'insatisfaction. L'équilibre réside dans l'ouverture aux autres et le service désintéressé. En donnant, on reçoit. En s'oubliant, on se trouve. Les observations issues de nombreuses années de coaching révèlent que les personnes les plus malheureuses sont souvent celles qui se concentrent trop sur elles-mêmes, qu'elles soient égocentriques ou qu'elles s'efforcent excessivement d'améliorer leur personnalité pour servir le monde. Il est crucial de ne pas attendre d'être parfaitement préparé pour agir ou servir. L'authenticité du cœur est plus importante que la préparation complète ou le sentiment de légitimité. La peau humaine n'est pas une barrière, mais un pont. La nature environnante fait partie intégrante de l'être, illustrant l'interconnexion profonde de toute chose. Cette interconnexion se reflète dans la notion que sans les autres, il n'y a pas de soi, sans là-bas, il n'y a pas d'ici. Tous les êtres font partie d'un écosystème unique, que certains nomment Dieu ou l'univers. Les mots sont insuffisants pour exprimer cette infinité ou expliquer les principes de connexion entre tous les êtres à un niveau intellectuel. La sagesse ancienne, comme celle de Lao Tse, souligne l'importance d'embrasser le mystère de la vie plutôt que de chercher à tout comprendre ou nommer. Il n'est pas nécessaire de rationaliser chaque émotion ou sensation. L'acceptation et le lâcher-prise sont plus bénéfiques que la résistance, qui souvent amplifie la douleur émotionnelle. La confiance en sa nature profonde est essentielle. Tout comme une graine sait comment devenir un arbre, l'être humain possède une sagesse innée pour s'épanouir et se connecter. Cette sagesse, plus profonde que toute connaissance acquise, guide vers l'harmonie et l'union. En cultivant la conscience de cette interconnexion, en embrassant la nature sociale tout en honorant l'individualité, on ouvre la voie à des relations plus authentiques et significatives. Ce processus n'est pas linéaire, mais cyclique, une danse éternelle entre le soi et l'autre, entre la solitude et la connexion. Nous, les humains, avons tous déjà ressenti cela. C'est parce que nous nous appuyons sur des idées, des pensées et l'imagination pour tout expliquer. Quand quelqu'un se sent déprimé parce qu'il désire une relation, ce n'est ni avec son soi, ni avec les autres. C'est avec le tout. Nous ne sommes pas destinés à être déconnectés comme nous le pensons. Un arbre ne peut pas pousser sans sol, sans lumière, sans eau. Il ne peut pas se reproduire sans le vent et les abeilles. Il en va de même pour nous. Nous ne pouvons pas être complets si nous continuons à résister à faire partie du tout. Vous êtes unique et vous êtes indépendant, farouchement même. Mais vous êtes aussi interdépendant comme une vague l'est avec le rivage et une montagne avec le ciel. Votre unicité et votre individualité proviennent de l'expression de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Nous sommes tous des expressions uniques de la même chose. Un sage ne s'efforcerait pas, mais contemplerait ce que la solitude signifie vraiment pour lui. Et au sein de ce sentiment, ce qui cause la douleur. Puis sur quelle valeur ou métrique il mesure son succès ou son échec.
Réexaminez vos valeurs. Sont-elles superficielles? Sont-elles réalistes? Pourquoi? Regardez les petits pas qui vous rendront moins seul sur le voyage de 1000 miles. Rejoindre une équipe de bowling pourrait être un bon premier pas. Ensuite, des situations sociales positives pour vous, et peut-être dans 10 étapes, du speed dating ou quelque chose comme ça. En s'ouvrant à une perspective taoïste, l'isolement social peut en réalité devenir une opportunité d'accroître l'illumination. Les taoïstes pratiquent le Wu Wei, ou le non-engagement dans les échanges sociaux. Cela peut nécessiter une période de retraite pour comprendre nos dynamiques internes et le drame que nous pouvons faire de la vie. Dans la psychologie occidentale, nous appellerions cela « assumer notre condition », où nous reconnaissons nos projections d'ombre et cessons de réagir ou de perpétuer le drame. Au lieu de constamment réagir à ce que nous expérimentons à l'extérieur, nous nous arrêtons pour considérer ce que nous ressentons à l'intérieur. Confucius a dit « Lorsqu'on rencontre de la contestation chez un autre, on ferait bien d'examiner le soi. » Nous pouvons nous désengager de jouer un rôle dans une histoire qui affirme simplement la seule réalité que nous connaissons. Nous reconnaissons que lorsque quelqu'un appuie sur nos boutons, il y a peut-être quelque chose de significatif à propos de nous qui pourrait être découvert. Cette période d'isolement social peut être un moment de découverte de soi. Normalement, nous sommes esclaves des réponses que nous ressentons dans nos interactions sociales. Mais soudainement, nous sommes mis en pause. Cela pourrait être une opportunité de redémarrer nos réponses avant de retourner à nos rituels quotidiens, ce qui viendra en temps voulu. Dans le jardin de l'existence, la solitude est souvent perçue comme une fleur épineuse que l'on évite de toucher. Pourtant, cette perception n'est qu'un voile de brume sur le paysage de notre esprit. L'être humain, tel un arbre cherchant la lumière, tend naturellement vers la compagnie d'autrui. Cependant, il est sage de contempler l'idée que la douleur associée à la solitude n'est peut-être qu'une ombre projetée par nos propres pensées. L'état d'être seul, que l'on pourrait nommer l'unicité, est semblable à un lac calme et profond. Les êtres humains, bien que naturellement grégaires comme des oiseaux en vol, diffèrent dans leurs besoins d'interaction. Certains trouvent la sérénité dans la solitude d'une montagne, tandis que d'autres se sentent isolés même au cœur d'une forêt peuplée. Cette diversité suggère que la solitude réside souvent dans notre perception, tel un miroir reflétant nos pensées intérieures. Il est bénéfique de méditer sur la nature de l'isolement. Dans les temps anciens, l'appartenance à un groupe était aussi vitale que l'eau pour une plante. Aujourd'hui, les sociétés modernes ont évolué au-delà de cette nécessité, offrant la liberté de choisir sa propre voie, comme un oiseau qui choisit sa branche. Cette évolution, bien qu'apportant parfois l'isolement social, peut être vue comme une terre fertile pour la croissance intérieure. Le sage taoïste Liezi enseignait que la capacité à être indépendant est supérieure à la dépendance mutuelle par nécessité. Tout comme le bambou qui se plie mais ne rompt pas face au vent, les êtres humains peuvent aussi trouver une force plus profonde dans l'acceptation de leur unicité. La capacité à être seul peut être perçue comme un trésor caché, une opportunité rare de plonger dans les profondeurs de son être. Cette perspective invite à savourer les moments de solitude comme on savourerait un thé précieux, plutôt que de les fuir comme une tempête menaçante. Le maître Zen Dogen distinguait la solitude de l'unicité, décrivant cette dernière comme un état d'harmonie où le besoin de l'autre se dissout comme le sel dans l'eau. L'unicité est neutre, telle une feuille blanche, ni bonne ni mauvaise, simplement un état d'être.
La solitude, en revanche, porte le poids de la souffrance comme un sac de pierre. En transformant notre perception, la solitude peut devenir aussi nourrissante qu'une source d'eau pure. La sagesse ancienne enseigne que chercher à combler le vide intérieur par des relations extérieures est comme tenter de remplir un panier percé avec de l'eau. La véritable paix réside dans la cultivation du jardin intérieur, indépendamment des saisons extérieures. En embrassant l'unicité, on atteint un état de complétude semblable à un cercle parfait qui ne dépend pas des autres pour être entier. Paradoxalement, c'est en trouvant l'équilibre sur sa propre branche que l'on attire naturellement d'autres oiseaux, créant une harmonie libre de besoins et de dépendance. L'unicité offre l'opportunité de se nourrir soi-même, transformant la solitude en un état de plénitude aussi riche qu'un champ de blé mûr. Ainsi le sage voit dans la solitude non pas un désert aride, mais un chemin vers l'oasis intérieure. En embrassant l'unicité, on découvre que l'on n'est jamais vraiment seul, mais toujours en communion avec le grand tout, comme une goutte d'eau est toujours part de l'océan. La solitude du moine n'est pas une fin en soi, mais un moyen de se reconnecter avec notre nature essentielle et avec l'univers dans son ensemble. Elle nous rappelle que, même dans les moments où nous semblons les plus seuls, nous faisons partie intégrante du grand tissu de l'existence. En fin de compte, être seul comme un moine n'est pas un état à atteindre, mais un chemin à parcourir. Un chemin qui nous mène vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes, des autres et du monde qui nous entoure. C'est une invitation à découvrir la richesse infinie qui réside en chacun de nous et à vivre une vie empreinte de présence, de sagesse et de compassion. Dans le bouddhisme, la compassion est le souhait que les autres soient libérés de la souffrance et de ses causes. Elle se fonde sur l'appréciation des sentiments d'autrui, particulièrement lorsque nous avons traversé la même épreuve. Même si nous n'avons jamais vécu ce qu'ils traversent, nous pouvons nous mettre à leur place et ressentir à quel point cela doit être terrible. En imaginant à quel point nous voudrions en être libérés, nous aspirons fortement à ce que les autres le soient aussi. La compassion ouvre nos cœurs et nos esprits aux autres, nous sortant de la solitude et des limites auto-imposées de ne penser qu'à nous-mêmes. Nous faisons tous face à des problèmes dans la vie, et lorsque nous nous sentons connectés aux autres, nous surmontons l'isolement et l'anxiété. Être compatissant est scientifiquement prouvé comme nous rendant plus heureux et plus en sécurité. Prendre au sérieux la douleur et la souffrance des autres et vouloir aider nous donne une force intérieure et une confiance en soi. Si nous nous entraînons à développer la compassion, elle devient véritablement une source profonde de bien-être. La compassion devrait être active, nous motivant à prendre la responsabilité de soulager la souffrance des autres. Notre capacité à aider peut être limitée, mais nous faisons quand même tout ce que nous pouvons, car il est insupportable de rester les bras croisés pendant que les gens sont malheureux et souffrent. La compassion est plus efficace lorsqu'elle est combinée avec la connaissance et la sagesse, afin que nous fassions le bon choix sur ce qu'il faut faire. Si nous sommes émotionnellement assez matures pour ne pas être bouleversés ou découragés lorsque nous ne pouvons pas aider ou que nos suggestions ne fonctionnent pas, la compassion devient la plus forte motivation pour surmonter nos défauts et développer pleinement notre potentiel. Nous naissons tous avec le potentiel d'être compatissants, souhaitant que les autres soient délibérés de la souffrance et de ses causes. Nous pouvons développer cette capacité pour apporter un bénéfice incroyable à nous-mêmes et aux autres. La meilleure façon de commencer à développer la compassion
est de limiter notre champ d'action aux personnes que nous rencontrons dans la vie réelle et en ligne, et peut-être à certains animaux. Lentement, nous nous entraînons à étendre notre compassion pour inclure tout le monde. Ceux que nous aimons, les étrangers, et même les personnes que nous n'aimons vraiment pas du tout. Nous continuons jusqu'à ce que notre compassion inclue le monde entier. La compassion, en revanche, vient d'un endroit très différent. Notre désir d'aider l'autre personne est motivé par l'amour, qui dans le bouddhisme est défini comme le souhait d'apporter le bonheur aux autres. Nous comprenons leur souffrance parce que nous avons aussi souffert. Et sur cette base empathique, notre souhait est de les aider à sortir de leur gouffre dans la mesure du possible. Nous ne prenons pas leur douleur comme la nôtre. En fait, notre expérience de la réalité est idéalement celle d'une paix et d'un bien-être sans limite. En tant que soignants bienveillants et calmement objectifs, nous pouvons offrir beaucoup plus que si nous étions pris dans l'émotion empathique. Fait intéressant, c'est quelque chose qui semble venir avec la formation médicale. Je ne doute pas que les médecins et les psychologues qui viennent dans notre centre bouddhiste soient des personnes compatissantes. Mais je sais aussi par observation au fil des années qu'en cas de crise, ils gardent la tête froide. La capacité de quelqu'un à s'émouvoir est très différente de sa capacité à agir avec compassion. S'émouvoir peut très bien être un obstacle. La conscience de soi est au cœur de ce paradoxe. Simplement comprendre clairement la différence entre l'empathie, la compassion et leur fonctionnement peut nous aider à réfléchir sur notre propre gestion mentale si nous nous sentons dépassés. La pleine conscience, cette pratique bouddhiste séculaire, est un autre outil utile. Dans un état calme et réfléchi, nous pouvons avoir décidé de pratiquer la compassion plutôt que l'empathie. Mais de retour dans le monde réel, il est trop facile pour nos bonnes intentions de s'évaporer dans l'insignifiance, alors que des habitudes mentales bien ancrées prennent le dessus. En cultivant la pleine conscience de nos propres pensées, que je considère parfois comme le lama dans mon esprit, nous avons plus de chances de nous rattraper avant d'avoir passé trop de temps dans un état d'empathie non contrôlé et de passer plutôt à un état de compassion. La base de toute guérison, plénitude de l'esprit et du corps est la méditation. Plus nous sommes familiers avec la vraie nature de notre propre esprit, plus nous nous identifions à cela, plutôt qu'aux pensées et émotions qui le traversent constamment. Dans un tel état, non seulement l'amour et la compassion surgissent sans effort, mais aussi la paix, la clarté et la perspicacité. Nous avons lâché prise sur notre sens habituel du soi, et nous voyons toutes choses comme les phénomènes temporaires, subjectifs et illusoires qu'elles sont réellement. Dans la voie de la compassion, chaque pas nous rapproche d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. C'est comme si nous découvrions un nouveau paysage intérieur, riche et complexe, à chaque tournant du chemin. La compassion active, c'est comme une main tendue dans l'obscurité. Elle ne se contente pas d'observer la souffrance d'autrui, mais s'engage à l'alléger. Imaginez un jardinier qui ne se contenterait pas de regarder une plante flétrie, mais qui prendrait le temps de l'arroser, de la nourrir, de lui offrir le soutien dont elle a besoin pour s'épanouir à nouveau. C'est ainsi que nous pouvons agir dans nos vies quotidiennes, en étant attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent et en offrant notre aide de manière concrète et bienveillante. Allier la compassion à la sagesse, c'est comme naviguer sur un vaste océan avec une boussole fiable. La compassion est le vent qui gonfle nos voiles, nous poussant à agir, tandis que la sagesse est notre gouvernail,
nous guidant vers les actions les plus bénéfiques. Sans sagesse, nous risquons de nous perdre dans des eaux tumultueuses, malgré nos bonnes intentions. Avec elles, nous pouvons naviguer habilement, choisissant les meilleures routes pour apporter une aide véritable. Le développement progressif de la compassion ressemble à l'élargissement des cercles concentriques formés par une pierre jetée dans un étang. Au début, notre compassion peut être limitée à notre entourage immédiat, comme les premiers cercles près du point d'impact. Mais avec le temps et la pratique, ces cercles s'étendent, englobant de plus en plus de personnes, jusqu'à ce que notre compassion atteigne les rives les plus lointaines de notre conscience, incluant même ceux que nous considérions autrefois comme des adversaires. La distinction entre empathie et compassion est subtile mais cruciale, comme la différence entre se noyer avec quelqu'un et lui lancer une bouée de sauvetage. L'empathie nous fait ressentir la douleur de l'autre, ce qui peut parfois nous submerger. La compassion, elle, nous permet de rester sur la rive, solide et stable, tout en tendant une main secourable. C'est particulièrement important pour ceux qui travaillent dans des domaines où ils sont constamment confrontés à la souffrance d'autrui. La pleine conscience est comme un phare dans la nuit de nos réactions automatiques. Elle éclaire nos pensées et nos émotions, nous permettant de voir clairement ce qui se passe en nous et autour de nous. Grâce à cette lumière, nous pouvons choisir consciemment de réagir avec compassion plutôt que de nous laisser emporter par des réflexes moins bienveillants. Enfin, la méditation est comme le terreau fertile dans lequel la graine de la compassion peut germer et s'épanouir. En nous asseyant régulièrement dans le silence et l'observation de notre esprit, nous cultivons un sol riche en conscience et en compréhension. De ce sol peuvent émerger les fleurs magnifiques de la compassion et de l'amour bienveillant, répandant leur parfum dans tous les aspects de notre vie. Ainsi, la pratique de la compassion est un voyage sans fin, une exploration constante de notre capacité à aimer et à prendre soin des autres. C'est un chemin qui nous transforme profondément, élargissant notre cœur et notre esprit, nous reliant plus intimement à tous les êtres et au monde qui nous entoure. Chaque acte de compassion, aussi petit soit-il, est comme une goutte d'eau pure dans l'océan de l'existence, contribuant à sa purification et à son harmonie. Le Bouddha historique, Siddhartha Gautama, a souligné que la compassion était une pierre angulaire de l'éveil. Il enseignait que la véritable sagesse est inséparable de la compassion et que la cultiver est essentielle pour briser le cycle de la souffrance et atteindre la libération. C'est comme si la sagesse et la compassion étaient les deux ailes d'un oiseau, toutes deux nécessaires pour s'élever vers l'illumination. Dans notre monde de plus en plus interconnecté mais souvent divisé, la pratique de la compassion n'a jamais été aussi cruciale. Imaginez une tapisserie complexe où chaque fil représente une vie individuelle. La compassion est le fil d'or qui relie tous ces fils disparates, créant un motif d'unité et de compréhension mutuelle. Pour cultiver la compassion dans la vie quotidienne, nous pouvons nous inspirer des enseignements bouddhistes. La méditation de pleine conscience, par exemple, peut être comparée à l'action d'éclaircir un miroir embué. À mesure que nous nettoyons le miroir de notre esprit, nous devenons plus conscients de nos propres émotions et de celles des autres, jetant ainsi les bases de réponses compatissantes. La méditation de l'amour bienveillant, quant à elle, est comme planter une graine de compassion dans le jardin de notre cœur. En arrosant régulièrement cette graine avec des pensées de bienveillance envers nous-mêmes et les autres, nous la voyons grandir et s'épanouir, étendant progressivement ses branches pour embrasser un cercle toujours plus large d'êtres. L'écoute active est un autre aspect crucial de la pratique de la compassion.
Imaginez-vous comme une coupe vide, prête à recevoir les paroles et les émotions de l'autre, sans jugement ni interruption. Cette forme d'écoute est un acte puissant de compassion qui peut approfondir notre compréhension et notre connexion avec les autres. Bien que les bienfaits de la compassion soient évidents, sa pratique n'est pas toujours aisée. Parfois, nous pouvons nous sentir submergés par la souffrance des autres, comme un nageur luttant contre un courant puissant. Les enseignements bouddhistes soulignent l'importance de l'équilibre et du soin de soi pour maintenir une action compatissante durable. C'est comme recharger régulièrement une batterie pour qu'elle puisse continuer à alimenter une lampe qui éclaire le chemin des autres. Dans certains contextes, la compassion peut être confondue avec de la faiblesse. Pourtant, la véritable compassion exige souvent un grand courage et une grande force. C'est comme un arbre qui plie sous le vent mais ne rompt pas, offrant abri et soutien même dans les tempêtes les plus violentes. Les enseignants qui vont au-delà de leurs devoirs pour soutenir leurs élèves, en particulier ceux qui font face à des défis, incarnent la compassion dans leur travail quotidien. Ils sont comme des phares, guidant leurs élèves à travers les eaux parfois tumultueuses de l'apprentissage et de la croissance personnelle. Même dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver des expressions de compassion. Aider un étranger à porter ses courses, écouter un ami dans le besoin ou choisir des produits éthiques sont autant de petites gouttes de compassion qui, ensemble, forment un océan de bienveillance. En embrassant la compassion, nous ne soulageons pas seulement la souffrance des autres, mais nous trouvons également une plus grande paix, un sens et un accomplissement dans nos propres vies. C'est comme allumer une bougie. En éclairant le chemin pour les autres, nous illuminons également le nôtre. Alors que nous avançons dans nos voyages individuels et collectifs, rappelons-nous que chaque acte de compassion, aussi petit soit-il, se propage comme une onde, créant un monde plus empathique et interconnecté. De cette manière, nous pouvons tous contribuer à réaliser la vision bouddhiste d'un monde libéré de la souffrance, une action compatissante à la fois. Le chemin de la compassion n'est pas toujours facile, mais il est profondément gratifiant. Face aux défis complexes de notre époque, des luttes personnelles aux crises mondiales, la pratique de la compassion offre un phare d'espoir et un guide pratique pour l'action. Selon les mots attribués au Bouddha, si vous allumez une lampe pour quelqu'un d'autre, elle éclairera aussi votre chemin. En embrassant la compassion, nous ne soulageons pas seulement la souffrance des autres, mais nous trouvons également une plus grande paix, un sens et un accomplissement dans nos propres vies. Alors que nous avançons dans nos parcours individuels et collectifs, rappelons-nous que chaque acte de compassion, aussi petit soit-il, se propage comme une onde, créant un monde plus empathique et interconnecté. De cette façon, nous pouvons tous contribuer à réaliser la vision bouddhiste d'un monde libéré de la souffrance, une action compatissante à la fois. Tout le monde aspire à être quelqu'un et personne ne veut être un inconnu. Du fond de nos âmes, il y a un cri persistant pour une signification personnelle. Cette quête universelle de sens se manifeste de différentes manières, de la recherche au plus profond de nous-mêmes et qui mène parfois au sacrifice. Il semble que nous soyons prêts à tout faire pour nous convaincre, sinon le reste du monde, que nous comptons vraiment et que nos vies ont de la valeur. Vous savez, quand vous rencontrez un être humain humble, c'est inhabituel. Cela réchauffe le cœur. J'aime leur parler. Ils sont respectueux et sages. Ils n'ont besoin de rien de vous. Ils n'ont aucune mauvaise intention. Malheureusement, la plupart des gens sont frustrés dans leur quête de signification. Le système actuel d'élitisme et de rangisme ne permet qu'à quelques-uns de réaliser leurs aspirations. Par exemple, de nombreux étudiants concourent pour être admis dans des professions prestigieuses telles que la médecine, le droit et la psychologie,
mais seule une petite partie réussit. Comment pratiquer la vertu de l'humilité dans un monde aussi compétitif, où seul le vainqueur récolte les fruits? Nous sommes tous d'accord pour dire que l'humilité est une qualité admirable chez les autres, car nous nous sentons en sécurité et à l'aise avec des personnes douces et humbles. Mais en ce qui nous concerne, nous pourrions considérer l'humilité comme un obstacle au succès et comme un sous-produit de l'échec. Comment quelqu'un peut-il atteindre le succès sans ambition et un esprit compétitif? Qui ne se sent pas exalté et fier après avoir accompli quelque chose de grand? L'humilité semble être un concept étranger dans une économie capitaliste. Peut-être que l'humilité semble avoir du sens uniquement lorsque nous nous trouvons complètement défaits. Alors, nous pouvons au moins prétendre avoir appris la vertu importante de l'humilité, qui fait cruellement défaut chez les autres. Une telle autoconsolation nous donne le répit nécessaire jusqu'à ce que nous soyons prêts à nous relever pour affronter une fois de plus une autre bataille. L'humilité consiste à se voir comme insuffisant et à avoir besoin de s'améliorer. L'opposé de l'humilité est l'arrogance, qui consiste à penser beaucoup de bien de soi-même et à mépriser les autres. L'arrogance rend les autres méprisants envers nous. Céder signifie renoncer à ce que nous voulons et laisser les autres avoir ce qu'ils veulent. Une personne compatissante est heureuse de céder aux autres. L'opposé de la cession est l'entêtement implacable qui crée des conflits et ruine les relations. Cependant, aussi judicieuse et attrayante que soit cette ligne de raisonnement, elle nous empêche en réalité d'atteindre une compréhension plus profonde de la vertu de l'humilité. Dans cet essai, je vais tenter de clarifier certaines idées fausses, présenter différentes perspectives de l'humilité, examiner ses implications pratiques et enfin proposer une psychologie positive de l'humilité. La recherche de sens et de signification ne doit pas être confondue avec les ambitions personnelles de succès mondain. L'épanouissement du sens ne peut être réalisé qu'en connaissant qui nous sommes et en devenant ce que nous sommes censés être. Une claire identité ne peut être trouvée dans les circonstances externes. Elle ne peut être construite que sur la base de valeurs fondamentales et de croyances qui définissent notre individualité. De même, un sens clair de la mission ne peut être trouvé dans les oripeaux du succès. Il ne peut être basé que sur une profonde conviction de notre appel et de notre mission dans la vie. L'eau est humble. Elle coule vers les endroits les plus bas, où elle nourrit toutes les plantes et tous les animaux sans demander de récompense ni de reconnaissance. De même, les personnes humbles sont heureuses de servir le groupe tout en étant en bas de la hiérarchie du pouvoir. Elles ne sont pas intéressées par la lutte pour les positions supérieures. S'il y a quelqu'un d'autre qui est plus digne de la position, elle lui cède volontiers. Comme l'eau, elle se soucie de bénéficier à toutes les choses sans conflit. L'eau est harmonieuse. Quand l'eau rencontre un rocher, elle ne se bat pas avec le rocher. Au contraire, elle le contourne simplement. Elle ne ressent ni colère ni conflit. Elle maintient l'harmonie. À long terme, l'eau use en réalité le rocher obstiné. C'est pourquoi, dans le chapitre 43 du Dao de Jing, Laozi a dit « La chose la plus souple au monde domine la plus dure ». De même, si une personne arrogante et obstinée rencontre une personne humble, elle ne peut pas briser la personne humble. La personne humble cédera et maintiendra l'harmonie. La personne arrogante devient de plus en plus frustrée de ne pas pouvoir rendre la personne humble malheureuse. Et toutes les personnes autour commencent à admirer davantage la personne humble et à mépriser la personne arrogante. Par conséquent, ce qui est doux et souple et fort est réussi. L'eau est ouverte au changement. Elle peut s'adapter à n'importe quel récipient, que ce soit une tasse, une casserole ou un lac. En fonction de la température, elle peut être liquide, solide ou gazeuse. Nous vivons dans un monde constamment en évolution. Nous devons donc rester ouverts au changement, humbles à l'apprentissage et harmonieux avec les autres. Le principe central du taoïsme est que le but de la vie est de suivre la voie ou Tao. Pour vivre selon le Tao, le principe universel, il faut embrasser le principe de l'humilité et de la non-action, Wu Wei.
Cette philosophie est en réalité très pratique, car elle permet aux gens de vivre dans la tranquillité et la satisfaction même au milieu de la pauvreté, des guerres et des catastrophes naturelles. Le développement rapide de la société industrielle a apporté une pléthore de marchandises et de nouvelles technologies, ainsi qu'une explosion d'informations et une communication interpersonnelle accélérée. Les humains récoltent les dividendes toujours croissants de la civilisation, mais cela a un prix élevé. L'épuisement des ressources de la Terre et la détérioration de l'environnement de vie. Cela a suscité une réflexion sur les problèmes potentiels liés à la manière dont les gens vivent et produisent ce dont ils ont besoin. Ainsi, la philosophie taoïste offre des conseils riches à l'humanité sur la manière de vivre de manière rationnelle et saine. Ces idées sont inestimables pour nos vies aujourd'hui et indiquent également une voie à suivre pour l'avenir, non seulement pour la Chine, mais pour le monde entier. L'humilité est l'un des concepts éthiques les plus essentiels dans le taoïsme, avec une influence considérable sur l'humanité. Bien qu'il existe de nombreux termes décrivant l'humilité dans la Chine ancienne, le taoïsme développe le concept de manière profonde, ajoutant à la profondeur théorique et à la portée de l'humilité. La compréhension de l'humilité dans le taoïsme est systématique plutôt que aléatoire ou fragmentée. Dans le taoïsme, l'humilité est considérée comme une vertu, mais elle n'est pas limitée aux relations interpersonnelles, et elle n'est pas simplement considérée comme une caractéristique morale. Vue dans une perspective large, l'humilité est placée dans un contexte holistique et considérée comme la manifestation quintessentielle du rôle du Tao. Dans le taoïsme, bien que toutes choses diffèrent les unes des autres de diverses manières, elles découlent toutes du Tao, ou de la voie. En ce sens, tout suit une rationalité de l'existence, et ainsi tous naissent égaux, ni haut ni bas, humble ni noble. Bien que les humains soient dans la forme quintessentielle parmi toutes les choses, ils font partie du tout au sens le plus large. Par conséquent, en tant que chose, ils ne peuvent échapper aux limites de la nature. En comprenant le monde naturel et la société humaine, et en s'engageant dans toutes sortes de jugements factuels et de jugements de valeur, les gens peuvent être restreints par le temps et l'espace ou des positions particulières. Par conséquent, ils adoptent des positions particulières et maintiennent certains préjugés. Le résultat inévitable est la vision étroite de l'autocomplaisance et de l'exclusion mutuelle. Pour devenir des personnes talentueuses et capables, nous devons émuler l'eau. Quand nous sommes humbles, nous ressentons le besoin de nous améliorer et d'apprendre davantage. Quand nous sommes souples et harmonieux, nous nous entendons bien avec les autres, et les autres nous élèveront. Quand nous sommes ouverts, nous pouvons nous adapter au monde en mutation. Comment une telle personne ne deviendrait-elle pas exceptionnelle ? Avec tant de conflits et de catastrophes dans le monde, nous avons plus que jamais besoin de leaders vertueux, talentueux et capables. Les gens regardent leurs leaders et apprennent d'eux. Par conséquent, nous avons besoin de leaders qui enseignent l'humilité, l'harmonie et l'ouverture par leurs actions et leurs paroles. La montée et la chute de toute nation ou groupe dépendent de la grandeur du leader. Le meilleur que nous puissions faire en tant qu'individus est d'être un bon leader pour les personnes qui nous entourent. Cette philosophie de la vie décourage également les gens de compétitionner pour des gains matériels et un pouvoir personnel. En tant que philosophie politique, elle enseigne aux leaders à diriger en suivant la voie plutôt qu'à travers le pouvoir coercitif ou la puissance militaire. De plus, il n'y a pas de perfection éternelle dans le monde. La perfection complète est en fait imparfaite, car atteindre l'apex signale une récession imminente. En revanche, approcher de la perfection sans l'atteindre est la véritable perfection dynamique et accessible. Cette exposition sur les interrelations entre les choses reflète la meilleure façon de vivre et de se comporter ainsi que la philosophie de la vie. Aucun mot d'humilité n'est utilisé ici, mais lequel ne pointe pas vers l'humilité ? Parmi les forces opposées, dures et molles, attaque ou retraite, fort et faible, offensive et défensive, expansion et contraction, ces dernières offrent une position plus avantageuse car elles représentent la croissance, la créativité, la paix et la stabilité.
selon la loi selon laquelle les choses tourneront inévitablement mal après avoir atteint le zénith, les côtés agressifs se dirigeront vers la ruine à l'avance. Par conséquent, pour un dirigeant sensé, la chose la plus importante est d'ajuster constamment sa position et de rester humble, ce qui est la véritable position invincible. C'est la sagesse toujours nouvelle que le taoïsme apporte à toute l'humanité. Il y a récemment une histoire racontée à propos d'un cultivateur du Tao qui était également un auteur. Pendant un moment, son attention s'est fixée sur le désir d'augmenter les ventes de son livre. Il cherchait à améliorer sa réputation en termes de vente et d'appréciation des lecteurs en obtenant davantage de bonnes critiques pour son livre. Puis un sage du Tao a lu ses commentaires et lui a montré comment ses actions n'étaient pas conformes au Tao. L'auteur a réalisé ce qui se passait et a relâché l'emprise du désir égoïste et du besoin. Plutôt que de prendre offense, il a accepté la vérité des paroles du sage. Dans l'humilité, il est devenu libre ou désencombré de ce désir. Si son ego était resté en contrôle, il aurait été offensé par les paroles du sage et aurait été coincé dans l'illusion selon laquelle il devait avoir des critiques positives pour réussir. Il aurait pu se laisser distraire par l'offense et la souffrance qui l'accompagnent. En étant comme l'eau, il a assumé la position basse, l'humilité, où l'ego ne pouvait pas résider. De cette manière, il a permis à son esprit de sagesse de s'exprimer et de devenir fort. Le sage taoïste lui a offert la vérité, mais elle n'a été acceptée et comprise que par l'humilité. Il y a de la force dans l'humilité, parce que l'ego n'a pas d'emprise. Il meurt par manque d'attention et de fierté. Avec l'ego écarté, la sagesse et la connaissance prennent racine comme l'épanouissement de la fleur de lotus, s'élevant au-dessus et devenant un avec le grand Tao. Nous pouvons reconnaître l'ego à l'œuvre lorsque nous nous trouvons incapables d'être humbles. Si vous commencez à ressentir la fierté, l'arrogance et la contention s'installer, c'est l'ego. Si vous ne pouvez même pas, ne serait-ce qu'un moment, pratiquer l'humilité et prendre la place basse, c'est l'ego. Si vous ne pouvez pas passer outre à une offense perçue, c'est l'ego. L'humilité est une médecine, le remède, l'antidote à l'ego qui est un poison pour l'esprit. Libérez-vous, revenez à votre véritable être et expérimentez la force et le courage de couler comme l'eau. Chers amis, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous. Votre soutien, vos vues et vos j'aime sont des témoignages précieux de l'énergie positive qui circule au sein de notre communauté. Voir notre communauté grandir, lire vos retours et réaliser que mon contenu résonne avec vous est une source constante de motivation et d'inspiration. Votre soutien continu m'encourage à repousser mes limites et à créer du contenu qui vous inspire et vous enrichit. Merci infiniment pour votre présence et votre engagement. Ensemble, continuons à construire cette communauté inspirante.